Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette deuxième étape de Paris-Nice, l'étape du lundi, toujours l'étape de tous les dangers. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, sur les différentes chutes, sur les problèmes de certains coureurs et puis on parlera bien entendu des tops, des flops de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis, nous, on commence tout de suite avec cette étape de Paris-Nice. Si vous voulez faire un super fin, ça se passe dans les commentaires. Pas de souci de si vous ne voulez pas en faire, c'est pas un problème. Du côté de... Enfin voilà, c'est votre choix, c'est pas un souci. Du côté de cette journée, eh bien, on va commencer par le résumé de cette étape. Et on commence avec une échappée de 3. Échappée de 3, dont 2 qui étaient déjà dans l'échappée hier. Fernandez de Dakar Rural et Alexandre Delettre, le meilleur grimpeur pour le moment de cette course, rejoint par Jonas Abrahamsson. Alors contrairement à ce que disait Thomas Vauclair, moi j'avais pas les mêmes informations sur les écarts sur Pro Cycling Stats, parce que lui il disait que l'écart n'était pas monté au-dessus d'une minute 30. Moi j'avais un écart max de 3,20 au bout de 60 km de course. Donc je sais pas si c'est lui qui avait des meilleures informations que moi, peut-être, hein, mais voilà, moi j'avais pas les mêmes informations au niveau de l'écart max. Et à 85 km de l'arrivée, il y avait 1 minute 20. Alexandre Delettre est passé en tête des 2 grimpeurs, ce qui lui permet de doubler son avance. Et à 80 km de l'arrivée, l'écart n'est plus que d'1 minute. Et c'est la Visma qui roule pas mal à l'avant. Et Mini Vinokourov qui a un problème sur son vélo et qui va mettre un petit peu de temps avant de repartir. À 65 km de l'arrivée, l'écart n'est plus que de 50 secondes. Autant vous dire que cette échappée a peu de chances d'aller au bout. Abrahamsson, comme la veille Taco Van Der Orm, doit faire un petit peu peur aux sprinteurs du peloton. Et surtout, il y a quand même beaucoup de tension dans ce peloton, alors que le vent est assez faible, mais comme souvent, sur cette deuxième étape de Paris-Nice. Chute de Guillaume Martin Guyonnet. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours pas marqué sur Pro Cycling Stats le nom de sa mère. Qui chute, il passe à l'extérieur sur un terre-plein, dans un rond-point, et il a dû rouler un petit peu sur des traces d'humidité. Il va mettre un petit peu de temps à rentrer, aidé par Enzo Palini, mais il va passer 5-6 minutes quand même dans les voitures. Pas toujours sympathique. Ensuite, Delettre et Fernandez sont repris et Abrahamsson donc reprend un petit peu d'avance, 45 secondes à 45 km de l'arrivée. Nous arrivons dans un virage un petit peu technique, mais bon, c'est pas non plus infaisable là, à 45 km de l'arrivée. C'est Campenart qui va prendre le virage rapidement pour la Visma Leaseback. Je pense que lui, demain, il va se faire... Enfin, demain ou après-demain plutôt, il va se faire tirer les oreilles par les autres équipes parce que je suis pas sûr que tout le monde ait apprécié. Et typiquement, c'est une chute oreillette. C'est-à-dire que dans les voitures, on dit « il y a du danger, il y a du danger, il y a du danger », alors qu'il n'y en a absolument pas. Ce qui fait que tout le monde se tend dans le peloton et ça crée une énorme chute à la sortie du virage où tout le monde veut remonter alors qu'il n'y a absolument pas de vent, donc absolument pas de danger. Et comme maintenant vous avez des coureurs qui n'activent plus leur cerveau avec les oreillettes, c'est pour ça que moi je suis pour qu'on enlève les oreillettes, parce qu'on a des coureurs, certains qui deviennent quand même complètement stupides dans ce genre de situation, eh bien on a une énorme chute avec notamment Merlier, Desmar, Julien Bernard bien touché, on a Samuel Leroux également bien râpé au niveau de la fesse, Martinez qui est gêné par la chute, et puis surtout Florian Sénéchal certainement clavicule ou poignet du côté de Florian Sénéchal, emporté dans une civière pour aller faire des examens, je pense, à l'hôpital. Peut-être l'hôpital d'Orléans ou Montargis ou Gien, je ne sais pas où il y a un hôpital dans ce coin-là. Et avec une grosse chute, et typiquement c'est une chute oreillette. C'est là où on voit que l'oreillette aujourd'hui est dangereuse.
parce qu'elle distrait les coureurs, alors que je pense que s'il n'y avait pas eu d'oreillette, il n'y aurait jamais eu la chute, parce qu'il n'y aurait jamais eu autant de tension dans le peloton, sauf que vous avez les directeurs sportifs qui gueulent dans tous les sens, ça je suis quasiment sûr, qui doivent dire « faut être devant, faut être devant, faut être devant ». Sauf qu'il n'y a aucun danger, et on se retrouve à avoir une chute complètement conne, parce que Campenart, il prend le virage Mach 12, alors qu'il n'y avait pas d'intérêt à prendre ce virage-là, Mach 12. Bon, nouvelle chute lors du premier passage sur la ligne d'arrivée, du côté de Bellegarde, avec Durbridge qui tombe, et le coureur de la Carrera, le Soraren, chacun une épaule gauche pour Soraren, je crois épaule droite pour Durbridge, mais là aussi leur course s'arrête là. Ils ont dû taper les barrières à assez haute vitesse, vous savez les barrières comme ça là un peu penchées, qui sont des barrières quand même assez dures. Et les barrières, elles n'ont pas bougé. Par contre, les os de Durbridge et de Soraren, eux, ont pas aimé, et donc ils sont tombés. À ce moment-là, le peloton se retrouve coupé en deux, notamment des coureurs qui sont dans le deuxième groupe. Charman, Barguil, Almeida, Van Wilder. Alors Barguil, c'est à cause d'une chute dans un virage. Enfin, il a failli faire un tout droit. Ces coureurs-là, eux, arriveront à revenir dans le peloton vers une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis pendant ce temps-là, Jonas Abrahamsson, lui, est toujours devant. Il continue à faire son petit bonhomme de chemin. Il ne sera repris qu'à 2 km 600 de l'arrivée. À ce moment-là, Tim Merlier est encore très loin, mais à 2 km, Bert Van der Berge, son poisson pilote, va le remonter parfaitement dans le bon timing. Et Tim Merlier qui va donc s'imposer dans cette étape devant Émilien Janière. Hugo Page, lui, sera déclassé, tout à fait normal. Hugo Page qui va gêner un coureur de la Tudor, je pense Dainese, et qui va créer ensuite une deuxième vague dans le sprint. Donc deux erreurs importantes. On est en plus sur une épreuve World Tour, on le sait depuis le début de saison, sur les épreuves World Tour, les commissaires sont intransigeants, et même si le coureur Dainese ne s'est absolument pas plaint, en même temps ça aurait été un petit peu fort de café vu le sprint qu'il avait fait du côté du Tour de l'Algarve, je crois. Dainese, mais voilà, Hugo Page pris par la patrouille, donc certainement carton jaune, déclassé, et carton jaune pour Hugo Page. Donc Janière qui prend la deuxième place devant Pedersen, mais qui ne pourra pas être totalement satisfait de son sprint, parce que la Lidl a travaillé pendant toute la journée, et pourtant à la fin, quand il déclenche son sprint, il se passe pas grand chose au niveau des guibolles, et puis je suis pas sûr que Ryan Gibbons ait vraiment apprécié sa sortie dans la presse ce matin, avec un Pedersen passablement énervé, et qui avait décidé de taper sur ses équipiers, et notamment Ryan Gibbons en particulier. Eh bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, eh bien, je commence avec Tim Merlier. Tim Merlier qui peut dire merci à Van der Berge, parce que Van der Berge a fait un super boulot. C'est là où on voit tout le relationnel avec un poisson pilote. Merlier a totalement confiance en son poisson pilote, et son poisson pilote, lui, sait que son leader a totalement confiance en lui, donc ça aide, notamment pour se trouver. Et on voit, à 2 km 500 de l'arrivée, ils sont 50e. Sauf que Van der Berge, il va sortir au dernier moment, et il va trouver l'ouverture, et ensuite, il est très frais dans le final pour lancer parfaitement Tim Merlier. Mais je vous le disais ce matin lors de ma présentation, où je disais à plusieurs reprises, j'ai rabâché un petit peu sur Tim Merlier, parce que je disais, en sprint vent de face, dans ces conditions-là, il est très dur à battre. Il a un sens du timing, Merlier, peut-être le meilleur aujourd'hui sur les sprints. C'est pas toujours le plus fort, Merlier, mais il a un tel sens du timing qu'il se foire rarement. Il se foire rarement, et il faut vraiment mettre une jambe au-dessus pour aller le chercher, Merlier. Il faut vraiment pas faire d'erreur, parce que lui, il n'en commet aucune. Là, quand vous regardez son sprint, son placement à 3 bornes de l'arrivée, vous vous dites, mais jamais il va gagner. Bah ouais, mais sauf qu'il fait la même chose à lui à autour, ou pareil, sur un sprint, il est mal positionné, et il va gagner avec une marge sur ses adversaires. Il a un sens du timing qui est irréprochable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Merlier, on le voit à Nokere chaque année, il sprint toujours au même endroit, mais toujours au même endroit, ça fait mouche. Il sait se placer, il sait faire les sprints parfaitement. Il a une sens du sprint, Merlier, qu'ont assez peu de coureurs. Et ça, c'est vraiment du costaud. Il y a Greppel qui était très fort aussi dans cet exercice-là, Kittel sur la fin, qui était très fort aussi quand il était chez Souda Quick-Step.
le sens du placement, le sens du timing. Voilà, Merlier, il est très fort dans ce domaine-là. Là, il nous a encore prouvé qu'il était costaud. Et la doublette avec Van der Berge qui fonctionne à merveille. Hein, il faut le dire également, Van der Berge qui fait un énorme travail en tant que poisson pilote. La doublette fonctionne parfaitement. Donc c'est ça qui fonctionne. Hein. Vous savez, je le dis toujours, mais vous avez des poissons pilotes qui ne seront jamais des grands sprinteurs, et vous avez des grands sprinteurs qui n'arriveront jamais à être des bons poissons pilotes. Cavendish, par exemple, il a eu Mark Renshaw. Mark Renshaw, il a été leader chez Rabobank ensuite. Chez Rabobank, ça a été un four. Mais vraiment un four. Il n'arrivait pas à être leader numéro 1. Pourtant, Mark Renshaw, c'était un très bon sprinter, mais il n'arrivait pas à être numéro 1. Il ne travaillait correctement qu'avec Mark Cavendish. A l'inverse, on a eu parfois des coureurs leaders qui n'arrivaient pas à être poisson pilote. Je pense tout simplement Varechkiold, Christophe. Varechkiold est un très bon sprinter numéro 1. Il n'a jamais réussi à être bon poisson pilote d'Alexander Christophe. L'an dernier, notamment sur le Tour de France. Axel Zingler, Brian Cocard. La relation n'a jamais été bonne entre les deux. Parce qu'il faut déjà accepter ce rôle de poisson pilote, qui est un rôle un petit peu ingrat. On ne parle pas énormément de vous. Il faut être au service d'un sprinter. Mais aussi, il faut avoir le talent. Le talent, c'est un exercice particulier, poisson pilote. Faut toujours être au courant du coureur que vous avez dans la roue. Faut savoir bien se positionner. Faut savoir ne pas perdre son leader. Vous savez, c'est comme quand vous avez... vous êtes parfois dans un coin de vacances où vous avez des amis qui viennent chez vous ou de la famille mais qui ne connaissent pas la région dans laquelle vous habitez. Moi, ça m'est souvent arrivé parce qu'une partie de ma famille habite en région parisienne. Et que vous devez, vous êtes en voiture, voilà, et vous devez ne pas perdre la personne que vous avez derrière vous. Vous essayerez de faire l'exercice en voiture. C'est très compliqué, c'est un enfer. C'est chiant parce que vous devez rouler à genre 60% de vos capacités pour pas perdre la personne derrière vous, parce que si vous roulez trop vite, vous le perdez. Dans certaines intersections, il faut faire attention. Faut pas non plus que le mec derrière s'impatiente, parce que j'ai eu des oncles par exemple qui s'impatientaient un peu trop parce que mon père roulait pas assez vite. Enfin voilà, c'est tout un exercice. C'est pareil, poisson pilote. Il faut faire le job correctement. Et c'est pas évident du tout. C'est pas évident. C'est un exercice qui est vraiment très compliqué. Et là, Van der Berge le fait parfaitement. Deuxième coureur top, Émilien Janière. Des points UCI, déjà. Des points UCI. Et puis, Total se montre. Total s'est montré sur le dernier Tour de France. Total se remontre aujourd'hui. Il y a une obligation de se montrer actuellement du côté de la Total Energy. Pourquoi ? Vu la densité des équipes de deuxième division. Aujourd'hui, si Total Energy ne mettait pas un coureur dans l'échappée, n'arrive pas à obtenir des résultats, c'est très simple. Peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, Total Energy n'est plus sur Paris-Nice et sur le Tour de France. Voilà, parce qu'il y a Tudor, parce que vous avez la Uno X, parce que vous avez la Q36.5 également avec Pidcock, parce que vous avez des armadas derrière. Donc faut se montrer, tu es obligé d'obtenir des résultats actuellement. Et Émilien Janière, il fait le job. Et puis ça doit faire plaisir également, parce que lui c'est un produit, je crois également du Vendée U. C'est un mec qui est arrivé à 24 ans je crois chez les professionnels. Il est arrivé assez tard chez les professionnels. Voilà, comme je dis toujours, vous avez des coureurs qui sont parfois à maturité tardive. Janière est plutôt dans ce registre-là, mais quel début de saison d'Émilien Janière. Le Samin, là encore aujourd'hui sur ce sprint, il est performant depuis le début d'année, Janière. Il est efficace depuis le début d'année. On avait vu également à la Classica de Almeria, où il n'est pas très loin d'aller choper la victoire. Non, il est très très bon depuis le début de saison. Total Energy en plus fait du bon boulot. Parce que pendant très longtemps, Total Energy, ils emmenaient des sprinters, mais avec pas d'équipier. Donc c'était compliqué dans cet exercice-là, même si sur Paris-Nice, c'est un petit peu plus facile que sur le Tour de France. Je pense notamment à la victoire de Bonifacio. Bonifacio, quand il s'impose à l'époque à la Total Energy, il n'y a aucun équipier autour de lui. Donc il se démerde seul. Mais Janière, on lui met une équipe autour de lui. On a enfin compris chez Total Energy que quand on a un bon sprinter, il faut quand même avoir un minimum de coureurs autour de lui. Et on voit notamment, il y a 4-5 bornes de l'arrivée, vous voyez, sur le côté droite de la route, tout à droite, vous avez la Total Energy qui est positionnée. Vous avez un Turgis qui fait du travail. Voilà, vous avez des équipiers qui se sacrifient pour Janière. Et à la fin, autant hier il s'est un petit peu planté, autant aujourd'hui il s'est très très bien débrouillé Janière. Sur une étape un peu plus plate aussi, il a été très efficace. J'arrête pas de balancer des postillons à droite à gauche. Heureusement que vous n'êtes pas en face en présentiel.
Parce que sinon, ça sera un cauchemar pour vous. Il faut un parapluie devant moi, là, en ce moment. Et puis, troisième coureur top, coureur de la Uno X, Jonas Abrahamsen. Bah oui, parce qu'encore animateur de la journée. Et tu comprends mieux pourquoi on n'a pas laissé tant d'avance que ça à s'être échappé aussi dans le final. Parce que, bah, comme Taco van der Horn, c'est des coureurs qui ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que tant qu'ils sont à l'avant de la course, ils sont dangereux, même s'ils ont que... Par exemple, à 5 bornes de l'arrivée, il a 20 secondes d'avance. Il a déjà 20 secondes d'avance à 15 bornes de l'arrivée. C'est-à-dire qu'entre 15 bornes et 5 bornes de l'arrivée, bah, il continue son effort. Il peut s'arrêter à ce moment-là. Il peut dire, bon voilà, j'aurai le maillot de meilleur combatif, le 200 meilleur combatif, c'est bon, j'ai fait ma journée à l'avant, ça y est, j'ai aucun problème. Mais il continue, il continue, il continue. Et puis c'est un avantage pour Christophe. Si aujourd'hui Christophe fait 4, c'est peut-être parce que Abrahamsen, il a repris qu'à 2 km 500 de l'arrivée. C'est ce que je vous avais dit hier avec Skelmose et Pedersen, où Skelmose n'avait pas roulé dans le groupe de contre à 3. J'avais dit que c'était une mauvaise stratégie du côté de la Lidl Trek, parce que plus vous avez un coureur devant, moins vous êtes obligé de faire du travail. Et plus les autres équipes, elles, sont obligées de travailler. Eh bien Christophe, ça lui a peut-être permis d'avoir encore des équipiers prêts dans le final, alors que certaines autres équipes, elles, avaient dû se sacrifier un petit peu avant. Et puis oui, bah, Abrahamsen, il confirme qu'il a les mêmes jambes que l'an dernier sur le Tour de France. Hein. Il continue également ce rôle de super baroudeur. Et puis ça fait du bien d'avoir encore des coureurs qui tentent des échappées sur des étapes où tu sais que réellement il n'y a pas grand chose à gagner de partir en échappée, où tu vas te faire mal aux jambes pour pas grand chose, parce que tu vas pas gagner beaucoup d'argent, parce que voilà, il y aura peu d'intérêt, on va dire, à prendre l'échappée. Bravo d'avoir encore des baroudeurs comme ça qui tentent le coup. Des fois ça peut aller au fond, comme Alexis Brunel. C'est ce qu'on espère du côté d'Abrahamsen, qu'un jour il en gagne une très très grosse, une World Tour de cette manière-là. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On regarde tout de suite les bonnets d'âne du jour. Arnaud Démare. Ça me rappelle Coquard avec Chesseball il y a quelques années sur Paris-Nice où Coquard il est dans la roue de Chesseball et il n'a pas l'idée de sortir, de sprinter à ce moment-là. Et il se retrouve complètement enfermé et bloqué, et au lieu de faire vainqueur ou peut-être deuxième de cette journée, il fait septième ou huitième de l'étape. Plus c'était vers Orléans, c'était la deuxième étape de Paris-Nice, hein, c'était l'étape du lundi où il y avait eu des bordures, et il était super bien placé. En plus il n'avait pas valdingué à cause des bordures, parce que Coquard, comme c'est un petit gabarit, c'est pas forcément l'idéal. Et là c'est pareil, et il n'avait pas réussi à gagner le sprint. Là c'est pareil avec Démare. Putain, Zinglé lui fait le travail de poisson pilote, là aujourd'hui. Coquard, il aurait bien aimé que Zinglé fasse ce travail-là sur le Tour l'an dernier. Mais Zinglé, il anticipe, mais beaucoup trop tôt. Démare, faut qu'il lance son sprint bien avant. Et en fait, il attend. Sauf que Zinglé, il perd de la vitesse et que ça revient de l'arrière. S'il déclenche au bon moment, Démare, au moins il fait dans le top 3, voire mieux. Parce que tu vois que ça revient de l'arrière. Mais en gros, aujourd'hui, Démare, fallait qu'il prenne le risque. Sauf que pour prendre le risque, faut pas avoir la peur. Comme je dis souvent, pour gagner, des fois, faut avoir peur de tout perdre. Là, aujourd'hui, il n'avait pas envie de tout perdre, Démare. Je crois que ça a été le vrai problème. Il y a de la confiance, comme le disait Jalabert, mais je crois qu'il n'avait pas envie de tout perdre, Démare. Et il lance beaucoup trop tard. Il est en perte de vitesse. Pardon, j'ai eu un toto. Zinglé, c'est-à-dire qu'il est vraiment, sa vitesse, la courbe de vitesse, vous savez, sur un sprint, il y a un pic, ensuite on essaie de stabiliser, et après ça diminue quand le sprint est trop long. Là, il est vraiment dans la phase où ça diminue. Donc, Démare, quand il lance son sprint, il est plus lent que les mecs qui reviennent de l'arrière, qui eux sont lancés au pic de leur vitesse. Et ça fait donc un sprint où il finit 7ème avec le déclassement du gopage, mais bon, un sprint qui est mauvais du côté d'Arnaud Démare, alors qu'il y avait tellement mieux à faire aujourd'hui, il y avait vraiment l'opportunité d'aller chercher la gagne. C'est dommage parce que il est quand même un peu mieux entouré que la veille, pourtant il n'y a pas Sénéchal qui se blesse, et là il se retrouve à être dans une mauvaise, c'est un mauvais sprint aujourd'hui, alors qu'il y avait vraiment tout pour faire un grand résultat, et ça se reproduit peut-être pas forcément souvent, donc c'est frustrant, rageant et énervant de rater des occasions comme celle-là. Et puis du côté d'Arpia, le deuxième flop c'est Sénéchal, parce qu'il risque de rater une deuxième année la phase des classiques. En gros, si c'est pas une poignée ou clavicule, on le revoit pas avant Paris-Roubaix, et en n'étant pas à 100% à Paris-Roubaix.
Donc autant vous dire que encore une année de classique de gâché. Et c'est vrai que ça fait quand même depuis plusieurs saisons que c'est compliqué. Hein. Florian Sénéchal, c'est dommage, il avait fait un Sama intéressant. Bon, ça, voilà, là il retombe encore. Donc c'est vrai que c'est à peu près la même période que l'an dernier où ça avait été au Het Nieuwsblad, hein, donc 10 jours avant. Donc là, ça risque d'être compliqué pour les classiques flandriennes. Deuxième coureur flop aujourd'hui, Molano. Ah, je vous avais dit, Molano, il est souvent fort dans ce genre de situation. Il aime bien quand c'est la bagarre, Molano, hein, quand c'est la guerre. Et là, aujourd'hui, ça s'est pas bien passé. J'ai pas compris non plus le coureur de UAE là, qui accélère à 750 bornes. Et qui sert pas à grand chose, hein, pour tout vous dire, pour soit dynamiter le peloton. Ouais, c'est Narvaez. Est-ce que c'est Narvaez ou Oliveira, je sais pas c'est qui a attaqué comme ça à 750 mètres. Tu vois, il y a un coureur du UAE à 750 mètres, je me dis, bon, je vois pas quel était l'intérêt. Et surtout Molano, certes il sait se débrouiller seul, hein, Molano, de toute manière, UAE lui met jamais un train à son service, hein, en gros. Donc il est obligé de se débrouiller seul. Et ouais, là je m'attendais à un peu mieux, mais il a jamais réussi à sortir un petit peu de la boule. Il est bloqué dans la boule et il se retrouve assez loin sur ce sprint. Donc dommage du côté du Colombien, parce que hier ça avait été plutôt une belle journée, hein, pour Molano. Il s'en était plutôt bien sorti. Là aujourd'hui, ça a été plus compliqué pour le coureur colombien. Astana, XDS, Astana. Ah, c'est dommage aujourd'hui, hein, mais seulement 2 points UCI. Moi, j'aurais plutôt retenté Fedorov que Chesbol. Pour tout dire, quand on voit ce que fait Chesbol, quand on voit ce que fait Fedorov hier, en revenant de l'arrière, il fait un bon sprint. Hein. Moi, j'aurais tenté plutôt Fedorov. Alors, ils ont peut-être voulu tenter un sprinter plus habitué à cet exercice. Mais là, on parlait par exemple avec Tim Merlier d'un poisson pilote qui n'est pas toujours bon sprinter numéro 1. Chesbol avec Cavendish, il faisait un énorme boulot en tant que poisson pilote. En tant que sprinter numéro 1, chez Astana, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Alors pourtant, il était sprinter numéro 1 chez DSM. Je crois que ça s'appelait encore déjà DSM à l'époque. Mais il était sprinter numéro 1 à l'époque. Il était efficace. Depuis qu'il est chez Astana, il a vraiment, je pense, perdu ses repères. Il a plus les automatismes de sprinter numéro 1. Et là, ouais, seulement une 10e place, 2 points UCI. C'est vrai que c'est pas comme ça qu'on va récupérer 3000 points de retard du côté d'Astana. Plus Fortunato sur Tirreno qui n'a pas fait un grand contre-la-montre individuel. Et puis bon, demain, en gros, le contre-la-montre par équipe, ils risquent de souffrir, hein, du côté d'Astana. Ils vont perdre beaucoup de temps, je pense. Donc ça va être une fin de semaine où il va falloir jouer les échappées et espérer que derrière, Vingegaard fasse pas trop l'ogre. Et il part récupérer toutes les victoires d'étape avec sa formation. Mais ouais, déçu du sprint d'Astana parce qu'on travaille quand même beaucoup. On roule très fort. Et on fait 10 et 12, donc c'est pas un grand résultat aujourd'hui. Et sur ce début de mois de mars, on marque un petit peu le pas, hein, depuis la blessure de Scaroni. Ça fait depuis 4-5 jours où on marque un peu le pas du côté d'Astana. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, ce petit ralentissement, parce qu'encore une fois, ils sont quand même dans une situation assez critique, Astana, hein, où il faut aller marquer des gros points. Puis je termine avec Jayco Alula et Walscheid. Ouais, j'ai du mal à comprendre leur stratégie parce qu'ils sont très présents à 5 bandes de l'arrivée et quasiment inexistants dans les 2 derniers kilomètres du côté de la Jayco Alula. On roule très vite, très fort. On utilise même Michael Matthews assez tôt au final, puisque Michael Matthews il fait le job, mais très loin de l'arrivée et beaucoup trop tôt. Alors après, j'ai toujours trouvé que moi, Michael Matthews, dans l'exercice de lancer un sprinter, il n'est pas doué dans cet exercice-là. Autant en sprinter numéro 1, il sait faire le job, autant en poisson pilote ou en mec numéro 2 ou 3, il n'est pas bon. Et là, je trouve que, enfin ouais, Matthews, il fait le travail beaucoup trop tôt, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le travail à ce moment-là. Donc ce qui fait que Walscheid, il se retrouve seul, même si des fois il sait se débrouiller seul. Walscheid, là, c'est quand même pas évident pour lui. Ça fait 2 sprints pas bons, hein, du côté de cette formation. C'est dommage parce que bon... certes, on vient avec Ben O'Connor, mais on vient pas avec une équipe si solide que ça autour de Ben O'Connor. Donc on a décidé quand même de mettre pas mal de coureurs pour aider Walscheid et Matthews, notamment Durbridge, qui a abandonné, ou
Wedburn ou Callan O'Brien, et bah là ça fait pas un très bon résultat sur les deux premières étapes. Bon, 0 point UCI marqué. Il va falloir que Ben O'Connor fasse un bon classement général pour rentabiliser le voyage du côté de Paris-Nice. Mais ouais, on s'est un peu raté, je trouve, aujourd'hui du côté de la Jaïko-Alula. Bon, on espère que demain ça se passera mieux du côté du contre-la-montre par équipe. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Pour finir cette vidéo, on regarde tout de suite les différents classements, le classement de cette étape. Donc Tim Merlier vainqueur devant Émilien Janière, Hugo Page déclassé, hein, ce qui est tout à fait normal parce qu'il a gêné le coureur de la Tudor et qu'il a créé une deuxième vague derrière. Donc là, il y a un moment, ça va à 5 minutes les conneries. Et on s'aperçoit encore une fois que sur les courses World Tour, la sévérité est très importante et bien plus importante que l'an dernier. On l'avait déjà vu notamment du côté du Tour de Nander. Mats Pedersen, donc, qui se retrouve 3e devant Christophe Kellich. Et Axel Zinglet 6e devant Arnaud Démare. Parmi les abandons sur cette journée, Danny Van Poppel, Durbridge, Sénéchal, Sora Rein et Casper Asgreen, lui, n'avaient pas pris le départ, donc ils ne sont plus que 149 au départ. Le 149e aujourd'hui, c'est Samuel Leroux, bien râpé. Du côté du classement général, eh bien, Tim Merlier reste en tête avec ses 2 victoires, ça fait 20 secondes de bonification. Devant Arnaud Démare, Janière, Jorgensen et Narvaez. Bon, autant vous dire que demain, Tim Merlier, ça devrait être plus compliqué. Il devrait faire le boulot pour Ilan Van Wilder. Du côté du classement du maillot vert, Tim Merlier bien devant, avec 16 points d'avance sur Arnaud Démare. Axel Zinglet, lui, est à 30 points, c'est-à-dire donc 20 points derrière Tim Merlier. On retrouve ensuite Timo Kellich et Émilien Janière, 5e. Et puis du côté du classement de la montagne, Alexandre Delettre en tête. Il a doublé son total de points aujourd'hui devant Samuel Fernandez et Jonas Abrahamsson. Du côté du maillot blanc, vous avez Van Dijk devant Sheffield, Fedorov, Govkar et Izquierdo, le jeune coureur de la Cofidis, dont on parlait également un petit peu Cédric Vasseur. Et puis Astana en tête du classement par équipe devant Alpecin, Total Energy, Bahreïn, Uno X, en sachant donc demain que ça sera la Quick Step qui partira en dernier vu qu'elle a le maillot jaune. Et ensuite normalement c'est par rapport au classement général, mais comme là le classement général tout le monde est dans le même temps, je sais pas s'il y aura pas un tirage au sort quand même pour savoir qui partira à quel moment. Je sais pas trop comment ça va se passer du côté du départ, en sachant que du côté des coureurs qui ont pris des secondes de bonification, Jorgensen a encore pris des secondes de bonification aujourd'hui, ce qui le place 4e et donc en avance par rapport à Vingegaard et par rapport aux autres coureurs du classement général. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!